Bonjour à tous. Bienvenue dans cette première étape de notre exploration de l'énéagramme. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire et les origines de cette cartographie de personnalité. L'objectif n'est pas de croire à une origine unique ou sacrée, mais plutôt comprendre comment différents contextes spirituels, philosophiques et psychologiques ont façonné l'énéagramme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Nous allons parcourir plusieurs étapes clés. Première partie, les racines symboliques et spirituelles. Deuxième partie, l'apport du philosophe et mystique arménien Georges Gurdjieff. Troisième partie, le travail d'Oscar Ichazo, qui introduit une structure systématisée. Quatrième partie, la contribution de Claudio Naranjo, psychiatre et psychologue qui inscrit l'énéagramme dans la psychologie moderne. Et la cinquième partie, enfin, l'essor contemporain, avec de nombreux auteurs et enseignants qui ont contribué à sa diffusion mondiale. Première partie, les racines symboliques et spirituelles. Le symbole de l'énéagramme, ce cercle avec 9 points reliés par des lignes, précède de plusieurs siècles son usage comme cartographie de personnalité. Certains chercheurs évoquent des racines dans la tradition néo-platonicienne, où le chiffre 9 symbolisait l'accomplissement et l'harmonie. D'autres citent la Kabbale juive et ses représentations numériques et mystiques. On retrouve également des parallèles dans la tradition soufie, notamment chez Jalal ad-Din Rumi, au XIIIe siècle. Mais il faut insister, aucune preuve historique directe ne relie ces traditions à l'énéagramme moderne. Ce sont des correspondances symboliques, il n'y a pas de filiation directe. Deuxième partie. Georges Gurdjieff, né en 1866, mort en 1949. Le premier à populariser le symbole en Occident est Georges Ivanovitch Gurdjieff. Dans Rencontre avec des hommes remarquables, il présente l'énéagramme non pas comme une cartographie de personnalité, mais comme une clé universelle pour comprendre les lois de l'univers. Deux idées dominent chez lui. La loi du 3, toute réalité résulte de 3 forces, active, passive, conciliatrice, et la loi du 7, où tout processus suit un déroulement en 7 étapes, comme les notes d'une gamme. Chez Gurdjieff, l'énéagramme est donc une représentation cosmologique et non psychologique. Troisième partie, Oscar Ichazo, né en 1931, mort en 2020. C'est Oscar Ichazo, philosophe bolivien, qui donne une orientation psychologique à l'énéagramme. Dans les années 1960, il fonde l'école Arica au Chili. Il y décrit 9 passions fondamentales. La colère, l'orgueil, l'envie, l'avarice affective, la peur, la gourmandise, la luxure et la paresse. Ichazo s'inspire des écrits d'Evagre le Pontique, au IVe siècle, qui identifiait 8 pensées racines à l'origine des comportements humains, de la psychanalyse, alors en plein essor, et de ses propres intuitions philosophiques. Il établit un lien entre ces passions et des mécanismes psychologiques posant les bases d'une cartographie de personnalité. Quatrième partie, Claudio Naranjo, né en 1932 et mort en 2019. Claudio Naranjo, psychiatre et psychologue chilien, joue un rôle central dans la diffusion de l'énéagramme. Formé à la psychanalyse et à la psychologie humaniste, il rencontre Ichazo et transforme son approche dans le champ thérapeutique. Dans Caractère et névrose, sorti en 1994, il associe les passions d'Ichazo à 9 profils de personnalité en les liant aux grandes écoles de pensée. Freud et la psychanalyse, Karen Horney et ses mouvements de l'ego, et les apports de la psychologie humaniste. Chez Naranjo, l'énéagramme devient une cartographie psychologique détaillée qui aide à comprendre les blessures, les défenses et les tendances relationnelles. Cinquième partie, l'essor contemporain. À partir des années 1980, l'énéagramme connaît une expansion mondiale, grâce à plusieurs grandes figures. Hélène Palmer, psychologue américaine, qui rend la cartographie accessible au grand public avec l'énéagramme Comprendre soi-même et les autres, sorti en 1988. Don Richard Rizzo et Russ Hudson, auteurs de
Les profils de personnalité selon l'énéagramme, sorti en 1987 et révisé en 1996, structurent la théorie en proposant des descriptions détaillées des 9 profils, incluant les notions d'aile et des niveaux de développement. Ginger Lapid-Bogda applique l'énéagramme au monde du travail, notamment dans Donner le meilleur de soi au travail, sorti en 2004, qui ouvrira la porte à son utilisation en management et en leadership. En Europe, notamment francophone, Éric Salmon, fondateur du Centre de l'étude de l'énéagramme, joue un rôle essentiel dans la diffusion, la traduction d'ouvrages et la formation de nombreux praticiens. David Daniels, psychiatre, qui contribue avec Hélène Palmer à intégrer l'énéagramme dans les cursus universitaires à Stanford. Jerry Wagner, psychologue, publie L'énéagramme, les 9 façons de voir le monde, un des premiers manuels pédagogiques structurés. Plus récemment, des auteurs comme Béatrice Chestnut, qui publie les 27 sous-profils de l'énéagramme, ou Uranio Paes, approfondissent encore la compréhension dynamique des profils. Aujourd'hui, l'énéagramme est une cartographie vivante, présente dans la psychothérapie, le coaching, la formation en entreprise, et aussi dans les approches pédagogiques. Conclusion. L'énéagramme tel que nous le connaissons aujourd'hui n'est pas un héritage figé, mais c'est une construction progressive. On part d'un symbole ancien, une clé cosmologique chez Gurdjieff, qui se structure au niveau de la psychologie avec Ichazo, qui connaît une intégration clinique grâce à Naranjo, puis une expansion mondiale grâce aux enseignants et auteurs contemporains. C'est cette évolution qui en fait aujourd'hui une cartographie de personnalités riche et nuancée que nous explorerons en profondeur dans les prochains épisodes. Merci pour votre écoute.